Je vous présente mon père et mes grands-parents. Grand-père, militaire de carrière, était lieutenant-chef de char dans l'unité d'assaut numéro 33, où les Saint-Chamond, 4 mitrailleuses et un canon de 75, emmenaient 9 hommes au combat. Voilà un Saint-Chamond en cours de manœuvre. Il est impressionnant, mais offre une belle cible au canon ennemi. Voilà le poste de conduite à gauche et le canon en position de tir, après avoir été approvisionné évidemment. Et entre les deux, une partie de ces 106 obus explosifs. Le mécanicien effectue quelques réglages sur ce moteur Panhard sans soupape. Tiens, en fait, ça marche ça? Oui, et le char peut même monter des pentes de 80%, mais devrait faire attention à la descente avec ses 24 tonnes. S'il veut de la voie, autant prendre le train. Et c'est à cette époque que les wagons SNCF ont commencé à être dévorés par les chenilles. Des chenilles larges de 32, puis 41, puis 50 cm pour cet engin de 8,83 m de long, 2,67 m de large et plus de 2,35 m de haut. Il y avait aussi ces Schneider, moins performants mais de seulement 13 tonnes. Et enfin, le petit Renault de 7 tonnes, ici avec un certain Georges Patton Jr., qui devait se préparer pour 39,45. Avec son unité, la S33, grand-père était au sud-est d'Amiens, à Boves, et reçut l'ordre le 10 juin 1918 de partir à Tricot, en passant par Saint-Morin-Villers, puis à Plainval, plus au sud, pour remonter entre les deux vers Tricot. Un détour stratégique pour tromper l'ennemi? C'est fort possible, les Allemands n'étant pas loin. Voici Tricot, dans le département de l'Oise, où il passa sa dernière nuit dans les vergers. Méry, surnommée depuis la bataille, était sous contrôle français, mais le terrain au nord l'était par l'occupant, ainsi que Courcelles et Payelle. Prenons nos distances pour voir l'ensemble du champ de bataille. Le voilà, avec la courbe de niveau. Peu nombreux, donc presque une plaine. Les premières lignes qui vont clignoter sont les prévisions du général Humbert datant du 9 juin, position d'attaque au nord et de repli en dessous. Je n'ai pas la position exacte à l'aube du 11, mais les ordres sont: pour la 129e division d'infanterie, incorporant la S33 du grand-père, conquérir où ça clignote en ce moment. Après ces 24 chars, 36 autres, avec la 152e division d'infanterie, nettoieront le terrain qui clignote. Il y en aura ainsi jusqu'à Compiègne. Là, la 165e division d'infanterie avec aussi 36 chars déblayera ce troisième objectif. Je reprends la mission de la S33. Le 11 juin 1918, elle quitte Tricot vers 10 h, se frotte victorieusement à l'ennemi vers l'endroit tacheté rouge et poursuit sa mission vers le bois. Mais elle se trouve alors à découvert et à 12h15, le char 754 reçoit 3 obus. Adieu grand-père. 19 chars sur 24 seront détruits dans le premier des 3 jours de cette contre-offensive enfin victorieuse, mais à quel prix? Le terrain conquis, entre la ligne rouge et les pointillés, valait-il autant de vie? Mangin a bien mérité son surnom de mangeur d'hommes. Malheureusement, il a aussi mangé grand-père à l'intérieur de ce cercle clignotant. Son char aura-t-il été victime de cet obusier de 210, d'un 150 ou 105, ou tout simplement d'un de ces 77 conquis ce jour-là? Remarquez l'efficacité de leur camouflage et la précision de leur tir. Ici, un obus a perforé les 2 blindages successifs de 8,5 d'épaisseur. Là, on répare ce qui peut l'être. La roue crantée d'entraînement des chenilles, repérée par un rond vert, était montée en bout du moteur électrique. Repérée ici, tournant de 200 à 400 volts pour une vitesse de 1,5 à 8 km/h. Que reste-t-il de tout ceci? Un nom, lieutenant Hugues Michel, sur le marbre d'un monument à Berry-au-Bac, dans l'Aisne, repéré par Yves, le père à Martine, sur les lieux de la première bataille de chars de l'histoire, en 1917.
Ce film, qu'à 7 ans près, papa n'aura pas vu, une trop longue liste de disparus sur laquelle plane l'ombre du grand-père que l'on n'a pas connu. Ce bout de terre où il est sûrement venu est l'hommage de ses petits-enfants qui voulaient en savoir plus. Dernier coup d'œil au chapitre qui le concerne avant de refermer ce livre en remerciant pour leur magnifique travail les auteurs Didier Guénaf et Bruno Jurkiewicz.